Donc bonjour à tous, merci d'être présents, merci les partenaires d'être présents aussi. Bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Donc nous allons aborder aujourd'hui les produits défiscalisants qui sont les fonds communs de placement dans l'innovation et vous allez nous présenter vos produits. Tout d'abord, je voulais faire un rappel sur Bourse Direct. Bourse Direct est un PSI, un prestataire de services en investissement qui est conservateur et teneur de compte pour les comptes titres et PEA et PEA-PME pour ses clients. Bourse Direct est aussi un courtier en opération d'assurance qui nous permet de proposer des différents contrats d'assurance vie, dont les contrats Bourse Direct Vie et Bourse Direct Horizon, qui sont des contrats dédiés. Bourse Direct est aussi conseiller en investissement et à ce titre, on peut vous proposer les produits dont on va vous parler aujourd'hui et plein d'autres produits, des SCPI, différents produits. Bourse Direct n'est pas IOBSP, donc ce qui ne nous permet pas de vous proposer des livrets ou du crédit. Et Bourse Direct n'est pas agent immobilier, donc ce qui ne nous permet pas de vous proposer des programmes immobiliers. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, deuxièmement, nous allons aborder des points généreux et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne doit pas avoir la défiscalisation pour unique motivation de souscription. Donc, il faut bien comprendre le produit, c'est primordial. Troisièmement, bien entendu, au-delà des définitions, objectifs, avantages fiscaux et risques que nous allons parler ici, ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez des produits pour que vous souscrivez chez nous, parce que vous trouvez que Bourse Direct est une belle maison pour souscrire les produits chez nous et que nous avons plusieurs produits. Mais surtout, donc, de vous référer au statut, au DIC, au prospectus, avant de prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, bien entendu, les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Et pour finir, sur ce, nous allons essayer de vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Donc, on va parler des FCPI et on reçoit aujourd'hui Alto avec Franck Allais, Nextage avec Jonathan Boudin, excuse-moi, et Sigma, anciennement Sigma, qui s'appelle Trail aujourd'hui, mais il va nous en parler, Brice Belperche. Alors, ça fait un peu artisan, mais voilà, monsieur Franck Allais. Bonjour à tous. Du coup, donc Alto est devenu Eiffel il y a quelques années maintenant, mais le produit s'appelle toujours Alto, hein, et cette année, nous proposons le FCPI Alto Innovation 2022. Est-ce que je peux changer les slides moi-même là? Oui. En effet. Donc Eiffel, en deux mots, c'est une société de gestion entrepreneuriale. Nous gérons environ 5 milliards d'euros aujourd'hui. On a un peu plus de 80 collaborateurs. Et c'est une société de gestion indépendante qui appartient à un entrepreneur qui s'appelle Jacques Gara. En partie, plus des deux tiers. Et le reste du capital est détenu par les équipes. Et nous avons différents métiers que l'on voit ici. Les métiers des actions et des crédits cotés, le métier du financement des infrastructures et énergies renouvelables, le métier de la dette privée, et puis le métier qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le métier du private equity, qui se distingue en deux parties, la partie institutionnelle et puis la partie grand public avec nos FCPI. Justement, un mot, j'enchaîne sur le FCPI que nous proposons cette année, qui est un FCPI qui est designé sur une durée de vie de 7 ans, qui peut être prorogé 2 fois 1 an pour atteindre 9 ans de durée maximum. C'est un fonds qui sera investi à 88% dans des sociétés, dans des PME innovantes européennes, dans différents secteurs, digital, la santé, en passant par les services, l'industrie, etc. Et qui peuvent aussi être différents des secteurs qui sont indiqués ici, hein, par exemple les énergies renouvelables. Alors pourquoi 88%? Donc ça permet de rentrer un peu dans la mécanique de ce qu'est un FCPI. C'est lié à la réduction fiscale et à la capacité pour le fonds de pouvoir réinvestir. Donc
la réduction fiscale maximum est de 25% de l'investissement par l'investisseur. Et elle se calcule de la manière suivante, le quota d'investissement en PME innovantes fois 25%. Donc quand un fonds est investi à 100% dans des PME innovantes, eh bien la réduction d'impôt maximum est de 100% fois 25% et 25%. Donc nous avons choisi pour ce fonds-là d'être investi à 88%, ce qui fait une réduction d'impôt à l'entrée de 22% de l'investissement, hors droit d'entrée, et ce qui permet au fonds de conserver 12% de cash pour faire face, d'une part, à des réinvestissements potentiels dans les entreprises qui sont dans le portefeuille, ça c'est un premier point, et deuxième point, pour faire face aussi aux cas de sortie anticipés pour le client, qui sont le décès, l'invalidité et le licenciement. J'ai toujours peur d'en oublier un, mais c'est l'un de ces trois-là. Ça, c'est l'avantage fiscal à l'entrée et à la sortie. Les plus-values sont exonérées en dehors des prélèvements sociaux. En ce qui concerne la stratégie d'investissement de ce FCPI, c'est la stratégie que nous suivons depuis maintenant une vingtaine d'années et qui est basée sur la diversification à la fois géographique, puisque nous investissons nos fonds un peu partout en Europe, à la fois sectorielle, puisque l'innovation, on va la trouver dans tous les secteurs, et à la fois dans le type d'instrument, de valeur mobilière que nous avons utilisé pour investir. Parfois, nous allons prendre des parts de capital des sociétés. Parfois, nous allons plutôt faire de la dette convertible dans les sociétés que nous accompagnons. Voilà l'équipe, une équipe qui travaille ensemble depuis pas mal d'années. Moi, je fais ce métier chez Eiffel depuis 20 ans. Hein. J'ai participé à la gestion du premier FCPI Alto Innovation. Et comme vous voyez, là, c'est une équipe avec une certaine seniorité. Et puis une équipe qui travaille ensemble depuis pour certains, plus de 15 ans. La diversification géographique, justement, voilà ce que ça donne en termes de photos quand on regarde l'ensemble de nos fonds. On est exposé à un peu moins de nos portefeuilles, de la moitié de nos portefeuilles en France, pour 45%. Et le reste, c'est assez diversifié, avec des zones comme le Royaume-Uni, qui représente 12%, qui est en baisse, puisque depuis le Brexit, nous ne pouvons plus investir au Royaume-Uni. Et puis des zones qui sont plutôt en progression, comme l'Italie, qui est à 12% aussi, là, quand on regarde la photo. Et puis des zones qui ont connu des pics un peu plus forts, comme l'Allemagne historiquement, et qui est un peu moins fort depuis quelques temps. L'innovation, comme je le disais, on la trouve un peu dans tous les secteurs, avec des secteurs comme le digital au sens large, qui représente à peu près 40% de nos actifs, entre le logiciel, les services, etc. La santé, une vingtaine de pourcents, et donc dans la santé, on va trouver des sociétés de biotechnologie, des sociétés pharma, un peu plus mûres que de biotech, et des sociétés de diagnostic et d'équipements médicaux. Ce qui est intéressant dans l'innovation, et donc ça c'est au-delà de la norme liée au FCPI, c'est aussi une conviction de gestion depuis l'origine, puisque l'innovation, elle permet aux PME qui sont innovantes de construire des barrières à l'entrée, d'avoir un certain pricing power, de proposer au marché des offres différenciantes, et puis d'avoir une certaine attractivité pour les talents. Et comment on fait ça dans l'équipe? Donc, on visite les sociétés, on va aller voir sur place. On est une dizaine de personnes pour le faire, un peu partout en Europe. On participe à des forums professionnels, ce qui nous amène à designer des opérations qui sont non cotées parfois, et des opérations sur mesure réalisées par des émetteurs cotés aussi. Ça, je le passe rapidement, ça aussi, ça aussi. En deux mots, l'historique de cette activité chez Eiffel, donc c'est 33 FCPI lancés depuis l'origine. Donc là, c'est le 34e. Sur ces 33, nous en avons remboursé totalement 26. Et nous en avons actuellement 7 en cours de gestion. Voilà les performances historiques. Donc, vous voyez une certaine homogénéité dans la gestion et dans le pilotage de ces différents fonds. Vous ne verrez pas de fonds qui fassent x3 ou x4, mais vous ne verrez pas non plus un fonds qui ait perdu 80% de sa valeur dans ces valeurs liquidatives historiques. Je complète avec les valeurs liquidatives des fonds de gestion au 30 juin, avec certains fonds en haut de ce slide qui sont les fonds qui sont proches de la liquidation,
donc qui vont être remboursés dans les prochaines semaines aux porteurs. Et en bas du slide, les fonds qui sont encore très peu investis, qui démarrent leur période d'investissement et qui sont négatifs. Donc ça, c'est relativement classique avec la fameuse courbe blanchie. Exactement, j'allais vous en parler de la courbe en J. Est-ce que quand trouve-t-on la réelle performance des FIP FCPI? C'est uniquement à la fin, c'est quand vous vendez les sociétés. Alors, on peut le voir avant, et d'ailleurs, on le voit là sur ce slide qui est assez parlant pour les fonds qui sont au milieu du slide. Donc, Fortune Europe 16-17 et puis Novalto 17-18, qui sont des fonds du Mésim 16 et 17, et on commence à voir la performance se cristalliser. Et la liquidation des lignes se fait généralement au bout de la 3e ou 4e année d'investissement dans les sociétés. Donc, on commence à voir se dessiner la performance à ce moment-là. D'accord, très bien. Peut-être juste pour terminer, un ou deux exemples de participation en portefeuille. Planity, qu'on voit sur ce slide, c'est une société non cotée française. C'est le Doctolib des salons de coiffure, des salons de beauté. C'est une société qui double d'activité chaque année, pour laquelle on a financé le développement français et que l'on accompagne toujours pour son financement du déploiement européen et qui a réalisé quelques centaines de milliers d'euros quand nous sommes rentrés et qui réalise désormais quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à l'international, deux autres exemples, une société allemande qui s'appelle Yoc, nous avons financé en obligation, donc en dette convertible, société cotée qui a designé pour nous une émission spécifique pour qu'on puisse l'accompagner. Et c'est une société qui se développe dans le domaine de la publicité sur les mobiles, l'insertion de publicité sur les mobiles. Donc une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 salariés, rentables, vraiment dans la catégorie PME. Donc c'est le type de société qu'on aime bien, quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un certain nombre de salariés et avec de la R&D et d'innovation historique dans l'activité de ces sociétés. Voilà, je répondrai aux questions s'il y a des questions. Je participerai volontiers à l'échange avec les collègues juste après. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, non, très bien, impeccable. Impeccable. Alors, on va, donc on va, donc on va passer à, excusez-moi, je suis, euh, next stage. Hop. Donc, nous allons parler maintenant du produit de chez NextEdge avec Jonathan Boudin. Jonathan, C'est à moi? c'est à toi. Super, merci beaucoup Nicolas. Bonsoir à tous et donc merci de participer à ce webinaire. Donc, effectivement, je vais vous parler du FCPI Next Stage 2022-2023, qui est en fait le 4e FCPI de notre stratégie découverte, qui présente quelques singularités. Alors tout d'abord, un rapide rappel sur qu'est-ce que NextEdgeM. NextEdgeM, c'est une société de gestion qui a aujourd'hui 20 ans. On a fêté notre 20e année cette année. On a une vraie plateforme puisque en fait, on représente en termes d'encours direct et indirect pas moins de 7,1 milliards d'encours de gestion. Et quand on regarde vraiment spécifiquement la partie capital développement, on parle de 1,1 milliard d'euros levés, ce qui nous a permis d'accompagner pas moins de 175 entrepreneurs, des entrepreneurs rentables pour la grande majorité, je vous en parlerai un peu après. On a une société qui est indépendante, qui a été plusieurs fois primée, et une des particularités de NextEdgeM, c'est que quand on investit dans un de ces véhicules, on est extrêmement diversifié de par le nombre de lignes en fait, qu'on retrouve dans nos portefeuilles. Là, on va parler d'un fonds qui va quand même constituer un portefeuille d'une trentaine de lignes. Mais on est aussi diversifié en termes de secteurs. Et vous le verrez, on a des PME qui ont vraiment des activités très différentes. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des expertises, et elles sont au nombre de 3. Sur la santé intelligente, on a pu investir pas moins de 200 millions d'euros sur la thématique. Le digital, vous verrez qu'on a énormément de PME en portefeuille qui s'inscrivent dans cette dynamique. Et puis sur l'innovation environnementale, c'est aussi un axe privilégié quand on cherche des participations des PME, qu'elles soient innovantes ou non. Alors, je vais vous parler
effectivement d'une singularité de NextEdGem, c'est qu'au-delà d'investir les fonds qu'on est amené à lever, l'année dernière, sur un an, on a investi pas moins de 200 millions d'euros. Au-delà d'investir ces 200 millions d'euros qu'on est amené à lever auprès d'investisseurs institutionnels ou particuliers, l'idée est d'accompagner sur des thématiques stratégiques opérationnelles qui sont identifiées en amont de notre investissement, les entrepreneurs qu'on décide d'accompagner. Et dans cette perspective, effectivement, on a identifié 5 axes d'accompagnement stratégique qui sont, et je vais en citer juste quelques-uns, notamment la croissance externe. Comment est-ce que, en amont de notre investissement, l'idée c'est qu'en amont de notre investissement, on puisse identifier que l'entrepreneur souhaite réaliser des opérations de croissance externe, et pour le compte de cet entrepreneur, on va l'accompagner justement dans cette dynamique, et on peut aller jusqu'à l'identification de cibles de croissance externe. Quant à l'internationalisation, on peut également être amené à négocier pour le compte de certains entrepreneurs des contrats, notamment aux États-Unis, avec des ressources qui sont sur le terrain, notamment en Californie, pour encore une fois, faire valoir la valeur ajoutée de nos participations en portefeuille. Puis le renforcement des équipes. Bon, là, naturellement, avec 20 ans d'expertise et d'activité, on dispose aujourd'hui d'un réseau qui nous permet de recommander des profils auprès de ces entrepreneurs. Et puis, donc, quand cet accompagnement se passe bien, dans l'absolu, ça se matérialise par les chiffres. Et puis, on voit donc une augmentation du chiffre d'affaires des sociétés qu'on accompagne. On voit de la création d'emplois. Les effectifs de nos participations grandissent. Et donc là, j'ai pris 2 exemples. Vulcain dans la prévention incendie, GPS dans le verre intelligent. Encore une fois, voilà, on a des PME aux activités très, très différentes. Et donc, qui se charge justement de cet accompagnement opérationnel? C'est l'objet de la slide qui est juste après. C'est donc une équipe chez nous. On parle ici de plus de 50% des effectifs de NextEdgeAM qui est vraiment dédié à l'accompagnement, à la sélection tout d'abord, puis à l'accompagnement des entrepreneurs en portefeuille. Et on a donc cette équipe qui est organisée sur différents programmes parce que l'idée, c'est de pouvoir accompagner une PME alors, dès lors qu'elle devient rentable, dès lors qu'elle fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est aussi l'idée de pouvoir l'accompagner à différents stades de son développement. Et donc, effectivement, on est organisé en programme et dans cette perspective, on peut accompagner des ETI qui ont réalisé plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est tout l'objet en fait de ces équipes, et on a notamment une équipe innovation qui est en charge du coup de l'accompagnement des sociétés innovantes qui font l'objet donc c'est l'objet des FCPI que d'accompagner ces sociétés innovantes. C'est aujourd'hui les sociétés les moins matures, si j'ose dire, qu'on accompagne chez NextEdgeAM. Alors, justement, FCPI NextEdge Découverte 2022-2023. Alors, on va voir ces sociétés les moins matures qu'on peut accompagner. Pour autant, ce n'est pas celles qui ont le moins de potentiel de performance. Alors, bien que, bien entendu, les FCPI présentent un risque de perte en capital, je pense que ça, on a parlé de compliance un peu plus tôt. FCPI NextEdge Découverte 2022-2023. Sa particularité, c'est de pouvoir faire aussi bien du côté que du non-côté. Donc ça, c'est important parce que effectivement, chez NextEdgeAM, on structure des FCPI depuis 2002. On a des gammes, on a des stratégies qui sont très différentes l'une de l'autre et qui s'adaptent au contexte de marché. La gamme découverte chez nous, elle vient s'adapter au contexte de marché qu'on connaît aujourd'hui, la volatilité en fait qu'on connaît sur les marchés, l'incertitude concernant les sujets de l'inflation, de la hausse des taux, etc. L'idée, c'est de pouvoir élargir notre univers d'investissement en saisissant en rentrant au capital de sociétés innovantes, qu'elles soient cotées ou non cotées. Quand on a dit ça, ensuite, on part sur donc, un portefeuille qui est constitué donc, de 30 participations, cotées et non cotées, qu'on va accompagner sur le long terme, puisqu'on parle ici d'un fonds de 8 ans prorogeable 2 fois 1 an. Et dans cette perspective, voilà, je vous ai mis quelques exemples, notamment de sociétés qui ont pu être accompagnées par le précédent fonds. Et j'ai une slide toute dédiée qui arrive juste après. Juste avant, une petite question. 8 ans prorogeable 2 fois 1 an. Historiquement, est-ce que vous prorogez à chaque fois ou pas? Et quels sont les cas, pour tout le monde, même la question, quels sont les cas où vous prorogez et les cas où vous ne prorogez pas? Alors, c'est vrai que nous, historiquement, sur les FCPI, en tout cas, on a quand même très souvent prorogé.
Alors, ce qui n'empêche pas d'avoir quand même des flux financiers qui arrivent avant le terme du fonds, puisque chez NextEdgeAM, on va réaliser 3 à 4 distributions par fonds. Alors, on le verra, ça permet à terme, je pense, d'optimiser la performance. On est sur un investissement donc, de 10 ans. Je pense qu'il faut vraiment voir le FCP NextEdge Découvert 2022-2023 comme un investissement de 10 ans. En fait, on va pouvoir on peut espérer, même si je ne peux pas m'engager dans ce sens, mais on le verra notamment dans le cadre du dernier fonds découverte liquidé, il a pu le distribuer dès la 7e année. Ensuite, il a redistribué par la suite. Donc on a quand même, on est amené à toucher son capital et puis dans l'absolu des plus-values avant le terme du fonds. D'accord. Alors, la slide suivante. Alors, ces PME innovantes, effectivement, au-delà au-delà de devoir respecter un cahier des charges pour, effectivement, nous, on doit respecter un cahier des charges puisqu'on parle ici de FCPI, et pour que ces FCPI puissent prétendre à une réduction d'impôt, ben, forcément, il y a un cahier des charges qui est adossé, à savoir que on cherche à financer des sociétés qui sont innovantes. Mais au-delà de ça, nous, on a également un cahier des charges chez NextEdgeAM. Et dans cette perspective, on va chercher à financer des sociétés qui font plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans lequel on va pouvoir rentrer au capital et de détenir 10 à 35% de ce capital pour être actionnaire de référence et peser dans les décisions stratégiques de la société. On va chercher aussi des sociétés qui témoignent d'un historique de croissance important, puisqu'on parle ici donc, de sociétés qui font 10 à 30% de croissance par an sur les 3 dernières années avant d'entrer dans notre portefeuille. Voilà un peu le cahier des charges de NextEdgeAM. Je rappelle qu'on parle ici de sociétés qui peuvent être aussi bien cotées que non cotées. Donc voilà quelques exemples d'investissements. J'ai volontairement donc fait le choix de vous afficher des participations non cotées et cotées qu'on a pu accompagner au travers de nos différents programmes FCPI. Et donc, je vais prendre 2 exemples. Vous avez donc Restoin, qui est peut-être l'ancêtre d'Uber Eats. C'était les premiers à se lancer sur ce marché-là. Participation rachetée par La Poste. Et Innova, qui fait donc une plateforme aujourd'hui. C'est un peu la plateforme de mise en relation entre biotech et grands acteurs pharma. Donc vous voyez qu'on parle vraiment de sociétés qui ont des activités très différentes. Très bien. Très bien. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On essaye de répondre ensemble à vos questions si vous en avez. Si vous voulez qu'on insiste sur des points plus spécifiques, n'hésitez pas non plus. Alors, bah, écoute, je te remercie, Jonathan. Nous allons. Alors, il y en avait une petite encore, slide? Oui, c'était la période d'investissement. Oui, voilà, c'était pour illustrer le fait qu'effectivement, on peut avoir des distributions avant le terme du fonds. Très bien. Alors, nous allons passer à Brice Belperche, qui est le directeur commercial de chez Trial, le nouveau nom de la société de gestion Sigma Gestion. Alors, explique-nous ça, Brice. Oui, bonjour à tous. Donc, Sigma Gestion a été créé en 2004. Donc, à partir d'un entrepreneur qui investissait dans les PME depuis 93. Et puis, fort de son succès, après 10 années, il s'est dit, ce que je fais pour moi, je vais le faire pour compte de tiers, donc à travers les conseillers en gestion de patrimoine pour des clients particuliers. Et voilà, c'est comme ça que Sigma Gestion a été créé. Donc, on a eu plusieurs phases de développement qui nous ont amené jusqu'en 2022 à rejoindre Trail, qui font comme nous du capital investissement. Investissent dans les PME, mais pour le compte institutionnel. Et on a vraiment vu des synergies à travailler avec Trail. Et donc, on a changé de nom, ça s'appelle maintenant Trail Solutions Patrimoine, pour pouvoir proposer à la fois aux clients particuliers et aux investisseurs institutionnels, banques et assurances, c'est ce qu'on appelle essentiellement les investisseurs institutionnels, toutes les gammes différentes de ce qu'on peut proposer en private equity, en investissant en PME. Et donc, le but, c'est de décliner à la fois des solutions habituellement réservées aux institutionnels, aux clients particuliers, et puis faire notre savoir-faire aussi, de pouvoir le proposer aux clients institutionnels. Nous, on fait plutôt un peu de capital risque, un peu de capital développement, des PME assez jeunes. Trail faisait plutôt des PME plus grosses pour le compte de ces institutionnels qui avaient des demandes d'aller sur des PME plus jeunes et plus petites. Donc voilà, avec le groupe Trail, maintenant, on a environ 1 milliard d'euros sous gestion. Et donc, historiquement, le FCPI dont je vais vous parler, c'est notre 15e FCPI, qui aura aussi une partie cotée et non cotée.
Et on a fait auditer les résultats qu'on avait sur les PME cotées. Ouais, vous pouvez le voir ici. On a eu un intérêt moyen brut, donc c'était au 31 décembre 2020, de 11,83% sur nos PME cotées. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la performance qu'on avait sur les fonds, puisque il peut y avoir évidemment il y a des frais de gestion, et puis il y a aussi dans nos fonds des PME non cotées. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu plus spécialisé ces dernières années sur nos derniers fonds, sur les PME cotées. Donc, on va proposer deux solutions cette année à destination donc des clients particuliers. La holding immobilier Solidarité 2. Donc là, c'est considéré comme un investissement direct en PME avec un côté social et solidaire. C'est pour ça qu'on peut faire de l'immobilier. Hein, c'est le côté donc ESUS. Donc, on va acheter des appartements, on va louer à des associations dont l'État se porte garant, qui vont permettre à des personnes mal logées d'être donc relogés dans ces appartements en attendant une solution plus pérenne. Donc, c'est vraiment une solution provisoire d'aide au logement. Souvent, ce sont des familles qui sont à l'hôtel, ça coûte très cher à la collectivité, et puis c'est pas très confortable comme mode de vie. Donc, elles vont aller dans nos appartements, ça coûte beaucoup moins cher. C'est l'association qui s'occupe de la gestion locative, mais l'État, comme il y a une grosse économie qui va être réalisée pour l'État, garantit le bon versement des loyers, le respect du bail sur des baux de 5 ans et la remise en état, si besoin, des appartements au terme. Donc, on est sur une solution assez différente des FCPI qui ont été présentés, que je vais vous présenter derrière. On est moins sur la recherche de performance à terme, puisqu'on est sur de l'immobilier, pas des grosses plus-values. On est plutôt, on voit, sur une solution on va dire plus défensive que. Donc le risque existe, hein, évidemment, il y a forcément un risque, puisqu'il y a des biens immobiliers qui peuvent perdre de leur valeur, mais on estime, et dans sa catégorisation MF, on est à 6 sur 7, donc un petit peu moins risqué que les CPI classiques, avec le côté social et solidaire qui permet d'être éligible à un surplafond de 3 000 euros. Donc par rapport au plafond global et fiscal de 10 000 euros, dans lesquels notre classe d'actifs rentre, là, vous avez droit à un surplafond de 3 000 euros de par le côté social et solidaire de cette ligne. Et donc, si on voit le slide d'après, sur le mécanisme. Alors, sur l'immobilier, il y a quand même quelques articles en ce moment qui sortent où l'immobilier est un peu valorisé, un peu cher en ce moment. Donc, Alors, on voit qu'il y a déjà une petite pause dans la hausse qui se fait. Nous, on n'anticipe pas, mais le risque existe. Hein, c'est pour ça que ça reste un produit risqué. On n'anticipe pas une crise de l'immobilier parisien, parce que là, on a tous les 100% des investissements par la holding. ça, c'est important, effectivement. Dans Paris Intramuros. Là, dans la 2, éventuellement, il pourrait y avoir première couronne. Mais nous, on n'anticipe pas une grosse baisse de l'immobilier sur 7 ans sur Paris et proche banlieue. Mais en effet, le risque existe évidemment. Très bien. Alors, ton deuxième produit. Ah non, ça, c'est le. Donc là, voilà, on était dans la continuité, c'était pour montrer comment ça marche. Vous investissez dans la holding qui, à travers des PME, donc marchands de biens, agréées, entreprises solidaires à utilité sociale, achètent les logements, les lots aux associations qui sont agréées par l'État, et puis ça profite donc. Voilà. Très bien. Alors, en Évolution 2, donc on est sur un FCPI, à redire ce qu'on dit très bien par mes confrères. On est sur une durée, nous aussi, de 6 à 9 ans. Mais en effet, il vaut mieux se dire qu'on est sur 9 ans maximum. À partir de la 6e année, il peut y avoir des premières distributions, mais en effet, historiquement, c'est assez difficile de rembourser totalement un FCPI avec une partie non cotée dès la 6e année. Mais nous, historiquement, il y a souvent eu des remboursements qui commencent à la première année et toujours un reliquat. Il faut souvent quelques années de plus pour vendre les dernières entreprises. Donc, on va considérer que c'est 9 ans maximum avec possibilité de distribution Par anticipation. Par anticipation. On est un fonds qui est assez généraliste, mais avec 3 domaines quand même privilégiés sur lesquels on travaille depuis de nombreuses années. La santé, bon, évidemment, je pense que tous mes confrères aussi, quand on est dans l'innovation, c'est un secteur où il se passe beaucoup de choses, et on l'a vu il y a 2 ans, et on discutera un peu après, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc évidemment, on suit
et il y a pas mal de PME qui sont financées dans la santé. Depuis une dizaine d'années aussi, on finance des PME qui vont essayer d'aider l'industrie agroalimentaire et les agriculteurs à se moderniser, passer d'une agriculture pardon, qui prenne mieux en compte les défis environnementaux, qui fasse des produits de meilleure qualité. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur le sujet. Et puis tout ce qui est évidemment digital et e-commerce. Bon, bah, quand on est dans l'innovation, voilà, c'est toujours des croissances très très fortes sur ce secteur. On croit qu'il est arrivé à maturité et puis bah, une crise sanitaire qui arrive et on se rend compte que plein d'entreprises n'étaient pas encore digitalisées et il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Très bien. Quelques exemples de PME qu'on a déjà financées, donc sur Visio, qui va permettre avec ce robot qui va euh, permettre en bloc opératoire d'avoir des opérations un peu plus précises que ce qui peut être fait. Et donc c'est voilà, une PME qui a eu un gros développement ces dernières années. Un autre exemple? Ouais, un autre exemple qu'on a, donc là c'est voilà, on est vraiment dans les secteurs. On a financé donc Greenwiz, qui est devenu un des plus grands sites de vente de produits bio et de développement durable donc sur Internet. Agram, qui permet c'est du matériel agricole non motorisé. Donc pour ceux qui ont déjà un tracteur, ça permet de rajouter pas mal d'options aux tracteurs que vous avez déjà à des prix un peu inférieurs à leurs concurrents. Et voilà, autre chose qu'on pourrait financer, donc des drones agricoles. Il y a beaucoup de choses qui existent pour permettre d'analyser mieux les sols et notamment d'économiser l'eau et de mieux cibler, pour ceux qui utilisent des intrants chimiques, d'en utiliser beaucoup moins en les ciblant beaucoup mieux. Et puis voilà, un petit focus sur donc, les principaux fonds qui sont repris, on va dire, dans les stratégies sont communes avec le CPI France Évolution 2. Donc on voit qu'il y a des fonds ce sont des fonds risqués et d'une année sur l'autre, il peut y avoir des performances assez différentes. Petite précision sur celui-ci. Donc il est en partie coté et non coté. Pour la partie cotée, on va essayer de rentrer essentiellement pré-IPO, donc c'est-à-dire un peu avant l'introduction en bourse. Ça nous permet d'avoir une décote à l'entrée et donc d'augmenter nos chances de plus-value si ensuite le cours se passe bien après la cotation de la PME. D'accord. Il y avait d'autres slides? Non. Non, je pense qu'on a Voilà. fait. Alors, On a fait- je voulais revenir, moi, sur les facteurs de risque qu'on n'a pas forcément dit, et c'est inscrit sur ce slide-là, c'est qu'effectivement, le risque principal, c'est que ça représente un risque de perte en capital sur les fonds, qui a un risque de liquidité, effectivement, là-dessus, la durée aussi de détention qui est importante, et il y a deux, trois autres encore risques sur les FIP FCPI. Le risque fiscal, depuis que j'en vends, moi ça fait 22 ans que j'en vends, j'ai jamais vu un FCPI se faire requalifier ou Oui, je dirais ce risque, en tout cas, mais, nous, tout ce qui est mais développement depuis près de 20 ans, si on n'a vous pas n'étiez ce pas projet. dans le quota des 88%, il y aurait un risque d'être un peu requalifié, mais C'est un risque théorique. c'est un risque théorique, mais j'ai jamais vu ça non plus. Le risque, Voilà. voilà, c'est vraiment la durée de blocage, puisqu'on est sur des PME qui sont jeunes, donc la sortie est des fois un peu plus longue que prévu. Et puis le risque en capital, évidemment, puisqu'un certain nombre de PME n'iront pas au bout. Et donc, on va compter sur les PME qui vont avoir un fort développement pour rattraper celles qui auront de la difficulté. Alors, je veux vous remercier pour ces présentations. Juste, il y a eu une petite question tout à l'heure. Chez Bourse Direct, il y a tout un parcours de souscription qui se fait en ligne chez nous sur le site épargne.boursedirect.fr ou si vous êtes sur le site Bourse Direct, vous cliquez sur épargne et vous faites tous nos produits et vous allez tomber donc sur le site épargne.boursedirect.fr qui est un site qui reprend tous les produits épargne. Et là, c'est un nouveau code, un nouveau mot de passe et un nouvel identifiant. Et vous devez faire le parcours client. Ça prend une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes. Mais c'est une obligation par rapport au mieux vous connaître, par rapport au profilage au profilage, si vous comprenez bien les produits, si vous en avez déjà souscrit. Donc, on a besoin de savoir tout ça. Et après, vous faites la souscription de tous ces produits-là sur notre site internet. Ça prend 1 minute 30 par produit.
Et c'est sans frais de souscription chez Bourse Direct, on ne prend pas de frais de souscription chez nous. J'avais des questions supplémentaires pour vous trois. On parle aujourd'hui, donc on a parlé du Covid, mais on ne va pas reparler du Covid aujourd'hui sur les entreprises, elles ont déjà assez souffert et elles s'en remettent bien, et en plus accompagnées par vous d'autant plus. Mais sur l'Ukraine, est-ce que vous avez vues des chefs d'entreprise? Est-ce que vous avez euh, des retours par rapport à des chefs d'entreprise qui sont un peu pénalisés sur l'Ukraine, sur les prix des matières premières, et ce qui amène sur l'inflation et les risques? Quel est le risque dans ces produits de l'inflation? Monsieur, je commence. Oui. Sur la partie Ukraine-Russie, à très court terme, ce qu'on a observé, c'est dans nos portefeuilles euh, quelques provisions sur des créances clients, puisqu'il y avait des clients ukrainiens et des clients russes. Et ça a été très marginal, donc une perte immédiate pour certaines sociétés qui n'ont pas pu se faire payer ces créances-là. Donc ça, c'était le point, point zéro court terme en réalité. Ensuite, sur les impacts euh, différés, que sont la hausse du coût de l'énergie, l'inflation, etc., on observe des choses différentes sur les différents marchés sur lesquels on est, euh, on est investi. Mais les sociétés ont... C'est gentil de demander. C'est moi qui... C'est Cyril. Mais les sociétés qui... Ah oui, c'est bon. Les sociétés que nous investissons, comme je le disais tout à l'heure, sont des sociétés innovantes qui souvent construisent des barrières à l'entrée et ont une offre différenciante par rapport à leurs concurrents, ce qui leur permet d'avoir un certain pricing power et de pouvoir répercuter dans leur prix de vente la hausse du prix des matières premières notamment. Et ce qui était plus inquiétant au-delà de l'augmentation du coût des matières premières, il y a quelques semestres, c'était le manque de composants. Puisque quand vous manquez de composants, vous ne pouvez même pas livrer. Donc vous faites zéro de chiffre d'affaires. Quand vous payez plus cher vos matières premières, eh bien, quand vous avez une certaine flexibilité de vos clients sur vos prix, bah, vous pouvez répercuter tout ou partie de l'augmentation du prix des matières premières sur vos prix de vente. Et puis le troisième point, qui est le point sur l'inflation salariale notamment, hein, qui est le différé. On a des sociétés dans l'innovation qui, d'une manière un peu structurelle et pas seulement conjoncturelle, ont toujours fait face à certaines pénuries de profils de collaborateurs, avec une rareté sur le marché, avec une inflation salariale sur certains profils, etc. Donc, les business models savent composer avec ça, euh, d'une part, et puis par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, les sociétés innovantes, qu'elles soient technologiques ou un peu moins technologiques, mais avec de l'innovation, ont un certain pouvoir d'attractivité euh, pour les collaborateurs. Et donc ça permet aussi, l'attractivité permet aussi parfois de compenser l'inflation salariale qui manquerait dans certaines offres. Je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu à la question, mais c'est quelques éléments de réflexion Non, mais c'est pas. qu'on C'est a observés. c'est assez difficile aujourd'hui de connaître tout de suite les conséquences de cette hausse des taux à 6 mois, à 5 ans, à 10 ans, hein. C'est quelque chose. On est en train de vivre quelque chose d'assez important, tragique et important entre la Russie et l'Ukraine et les grands chamboulements internationaux. Alors, je suis Exactement, c'est ce que j'avais. tout à fait d'accord avec Cyril. Je suis sur le Covid. Alors, je ne sais pas où ça en est, on ne sait pas vraiment si c'est terminé. Juste ce que je voulais ajouter sur cette partie-là, c'est qu'on a beaucoup de PME qui maintenant sont en train de commencer à rembourser leur PGE, donc les prêts garantis par l'État. Beaucoup de PME en ont profité, elles commencent à les rembourser. Et le fait d'être accompagné par nos fonds et par nos géants va permettre de pallier aux besoins de trésorerie qu'elle pourrait avoir, ou éventuellement au refinancement dont elle pourrait avoir besoin par des nouveaux investissements ou en négociant, nous, et en aidant les chefs d'entreprise à négocier avec les banques. Donc, je pense que c'est aussi vraiment un rôle important qu'on a et que vos clients ont
en investissant chez nous sur cet accompagnement du dirigeant, parce que c'est vraiment voilà, un sujet pour beaucoup d'entreprises en ce moment, comment faire face à voilà, ce prêt qui m'a aidé, mais que je dois quand même rembourser. Ce n'était pas un cadeau de l'État, c'était un prêt qu'il faut rembourser. Donc c'est un sujet, voilà, j'imagine mes confrères aussi suivent de près. C'est vrai qu'au sujet peut-être de l'Ukraine, nous on avait la chance chez NextGen d'être très peu exposé en fait. Enfin, notre PME, notre portefeuille en fait, il est essentiellement français et par définition, je pense que les PME sont moins exposées à l'international que les grandes capitalisations boursières. Et donc de ce fait, c'est vrai que bon, ben, on a peut-être eu de la chance, mais en tout cas, on ne voit pas un impact court terme à ce stade. Puis après, effectivement, il y a d'autres phénomènes qui arrivent derrière, on parle d'inflation, etc. Et là, je pense que tu le citais tout à l'heure, la notion de pricing power, elle est essentielle, cette capacité justement à réajuster ses prix au regard du coup de l'augmentation des charges, en fait, qui peuvent être diverses et variées. Ça, c'est important et c'est quelque chose qu'on va regarder de manière systématique, en fait, et ça vient aussi de la valeur ajoutée, en fait, de la solution, du service, du produit, je pense, de la PME, et quand elle est innovante, peut-être qu'elle dispose davantage de pricing power qu'une autre société. Donc ça, je pense que donc, dans cette perspective-là, les PME innovantes ont quand même leur carte à jouer dans le contexte. D'accord. Je pense que c'est important. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à nous poser sur lesquelles on pourrait vous répondre? J'ai pas vu beaucoup de questions. Est-ce que si vous n'avez pas de questions, voilà, vraiment vu aucune question posée, on devient très très bon, on anticipe vos questions. Là, je suis bluffé. Alors, on n'a pas parlé des plafonds sur les FIP FCPI, on a été un peu rapide là-dessus. C'était effectivement 25% du taux, 25% du taux de Réellement investi en PME. réellement investi en PME éligible, donc ce qui faisait à peu près sur les différents produits qu'on a entre du 22 et 25%. Mais sinon, il y avait aussi un plafond qui est de 12 000 euros de souscription pour un célibataire et 24 000 euros pour un couple et cumulable avec tous les autres produits qui existent derrière. Et tout ça dans le plafond des niches fiscales qui est au maximum de 10 000 euros. Donc, si vous avez le moindre problème aussi sur vos plafonds des niches fiscales, le plafond des niches fiscales, eh bien, n'hésitez pas à venir vers nous, on vous aidera à le calculer pour faire une souscription juste, parce que toute souscription en trop, c'est-à-dire si vous achetez trop de FIBF CPI, ce n'est pas reportable. Voilà. Sur notre solution Immobilier Solidarité 2, qui est considérée comme un investissement direct. Mais sinon, sur notre SCPI, en effet, effectivement, parce que là, ça va être reportable 4 ans même. C'est ça. Exactement. Et évidemment, pour réduire l'IR 2022, il faut souscrire avant le 31 décembre 2022. Ça coule de source. Et pas le 31 décembre, parce qu'après, on a trop de boulot. Non, mais on aime le travail. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vous remercie à tous. Merci aux intervenants. Merci à vous. Merci, Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.